Camille n'imaginait pas qu'accepter ce contrat changerait sa vie à jamais. Elle pensait pouvoir garder son cœur à l'abri, sauver sa mère et repartir comme si de rien n'était. Mais quand on feint l'amour avec un homme comme Lucas de Villeneuve, la frontière entre le jeu et la réalité devient dangereusement floue. Et quand deux cœurs brisés se rencontrent, même un mensonge peut devenir la plus belle des vérités. Installez-vous confortablement, car le romance est dans l'air. Le mois d'avril à Paris portait cette froideur humide qui s'infiltre jusqu'aux os. Camille Lefebvre traversait le hall de l'hôpital Saint-Camille, entraînant une fatigue qui pesait dans chaque muscle, chaque articulation, chaque battement de cœur trop lent. 28 heures de garde consécutive. Les cheveux châtains tirés en queue de cheval serré, la blouse froissée, les cernes creusant des ombres sous ses yeux noisettes, elle ressemblait à ce qu'elle était, une femme qui tenait debout par pure obstination. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle signait le dernier dossier médical avant de pouvoir enfin rentrer chez elle. 3 patients sauvés cette nuit, 1 perdu malgré tous leurs efforts. Le ratio n'était pas mauvais, mais ça ne rendait jamais la perte plus facile à digérer. « Camille, tu devrais rentrer te reposer », lui lança Mathieu, un jeune interne aux boucles blondes toujours en bataille, en passant près d'elle avec 2 gobelets de café qui sentaient le carton et le désespoir. « Tu vas finir par t'écrouler dans les couloirs et on devra t'admettre comme patiente. » Elle esquissa un sourire fatigué, celui qu'elle gardait en réserve pour les moments où sourire vraiment demandait trop d'énergie. « Promis, je pars dans 5 minutes. » Mais 5 minutes se transformèrent en 20, puis en 40, parce qu'une nouvelle urgence débarqua, et Camille ne savait pas partir quand des vies étaient en jeu. C'était sa force et sa malédiction à la fois. Quand elle sortit enfin de l'hôpital, le jour se levait déjà. L'avant-Paris d'une lumière grise et froide qui donnait aux immeubles haussmanniens un air encore plus austère que d'habitude. Elle remonta le col de son manteau élimé, celui qu'elle portait depuis l'université et qu'elle refusait de remplacer malgré les coutures qui lâchaient aux épaules, et commença le trajet jusqu'à l'arrêt de métro. Son téléphone vibra dans sa poche. Le nom qui s'afficha sur l'écran lui tordit le ventre, Hôpital Georges Pompidou. Sa mère. Elle décrocha en accélérant le pas, le cœur battant soudain à un rythme bien trop rapide. « Mademoiselle Lefebvre, c'est le docteur Rousseau. Ne vous inquiétez pas, votre mère va bien, mais nous devons parler du protocole de soins. Pourriez-vous passer ce matin ?» Camille ferma les yeux une seconde, s'appuyant contre la vitrine glacée d'une boulangerie qui commençait tout juste à allumer ses lumières. « J'arrive dans 1 heure. » Ce qu'elle découvrit 1 heure plus tard la détruisit méthodiquement, pièce par pièce. Le cancer de sa mère avait progressé. Il fallait opérer d'urgence, mais la mutuelle ne couvrait pas ce type d'intervention. Coût privé, 75 000 €. Autant demandait la lune. Camille gagnait 2 300 € par mois, dont 800 partaient en loyer. 400 en médicaments pour sa mère, le reste évaporé entre nourriture, transport et les dettes qui s'accumulaient depuis 2 ans. Elle fit les calculs dans sa tête, encore et encore, cherchant un angle, une solution, une échappatoire. Rien. Le mur était infranchissable. « Il nous faut une réponse dans 10 jours, » dit le docteur avec cette compassion professionnelle qui ne change rien au verdict. « Après, ce sera trop tard. » Camille hocha la tête, serra la main froide de sa mère endormie sous l'effet des calmants et sortit avant que les larmes ne commencent à couler. Elle ne pleura pas dans le couloir, ne pleura pas dans le métro bondé du matin, ne pleura que lorsqu'elle fut seule dans son studio de 30 mètres carrés dans le 19e arrondissement, assise par terre contre la porte, le front contre les genoux. Et même là, elle pleura en silence, parce qu'on lui avait appris très jeune que les larmes ne servaient à rien si elles ne changeaient pas la réalité. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette même matinée, à seulement 8 kilomètres de là, dans un bureau au dernier étage d'une tour de verre à La Défense, un homme qui ne pleurait jamais était sur le point de prendre une décision qui changerait tout. Lucas de Villeneuve se tenait devant la baie vitrée de son bureau, les mains dans les poches de son pantalon de costume anthracite taillé sur mesure chez Sifonelli, et regardait Paris s'étendre sous lui, comme un empire dont il serait le monarque invisible. 37 ans,
PDG de Villeneuve Capital, 150 millions d'euros de patrimoine personnel, 3 fois classé dans le top 50 des hommes les plus influents de France. De l'extérieur, il avait tout. De l'intérieur, il était vide comme une cathédrale abandonnée. « Tu ne peux pas continuer comme ça, Lucas. » La voix de sa tante Hélène trancha le silence du bureau avec cette autorité naturelle que seules les femmes de la famille Villeneuve possédaient. Elle était assise dans le fauteuil en cuir cognac, jambes croisées, tailleur Chanel gris perle impeccable, les cheveux argentés coiffés en chignon strict. À 62 ans, elle était la seule personne au monde que Lucas respectait vraiment, la seule qui avait le droit d'entrer dans son bureau sans rendez-vous et de lui dire ses 4 vérités. « Continuez comment exactement ?» répondit Lucas sans se retourner, la voix aussi froide que le verre contre lequel il appuyait son front. Seul, fermé, mort à l'intérieur, Hélène ne mâchait jamais ses mots. Le conseil d'administration commence à s'inquiéter. Les investisseurs américains ont explicitement mentionné ton inaccessibilité lors de la dernière visioconférence. Ils veulent te faire affaire avec un être humain, pas avec une machine. Ta réputation de robot insensible te coûte des contrats, Lucas. Il se retourna enfin, s'appuyant contre la vitre, les bras croisés sur son torse large. Ses yeux verts avaient cette qualité glaciale qui mettait la plupart des gens mal à l'aise, comme s'ils voyaient trop, analysaient trop, calculaient chaque respiration. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je me mette à sourire bêtement dans les dîners? Que je raconte des blagues pendant les négociations? Je veux que tu montres que tu es capable d'aimer quelqu'un d'autre que tes bilans financiers, » répliqua Hélène, en posant sa tasse de thé sur le bureau avec un claquement sec. « Et puisque visiblement tu en es incapable naturellement, je te propose une solution. » Lucas haussa un sourcil, méfiant. Sa tante avait toujours des solutions, mais elles venaient rarement sans complications. « Une fausse petite amie, » dit-elle simplement, comme si elle proposait un nouveau costume. Quelqu'un qui t'accompagnera pendant 6 mois, qui te rendra humain aux yeux du monde. Contrat clair, rémunération généreuse, discrétion absolue. Le silence qui suivit fut rompu par le rire sec de Lucas, un son sans joie. « Tu plaisantes. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter ?» Hélène le fixa avec cette intensité qui lui avait permis de diriger le service juridique de Villeneuve Capital pendant 30 ans avant de prendre sa retraite. J'ai déjà trouvé la candidate parfaite, infirmière, 28 ans, situation financière désespérée, besoin urgent d'argent. Elle est jolie sans être intimidante, intelligente, capable de tenir une conversation. Elle fera l'affaire. Tu as perdu la tête, lâcha Lucas en retournant vers son bureau, signifiant ainsi que la conversation était terminée. C'est toi qui l'as perdue il y a des années, mon petit, répondit Hélène en se levant avec grâce. Mais j'essaie de te la rendre. Réfléchis. Tu as jusqu'à demain midi pour décider. Après, je retire mon offre, et tu pourras continuer à te momifier tout seul dans ta tour d'ivoire. Elle sortit, laissant derrière elle un silence pesant et l'odeur subtile de son parfum Chanel No. 5. Lucas resta immobile pendant plusieurs minutes, puis ouvrit le dossier qu'elle avait laissé sur son bureau. Une photo y était agrafée. Une jeune femme aux cheveux châtains, aux yeux noisettes fatigués mais doux, qui souriait à la caméra avec un air à la fois déterminé et vulnérable. Camille Lefebvre. Il referma le dossier d'un geste sec et retourna contempler Paris. Mais l'image de ses yeux noisettes resta imprimée dans sa rétine plus longtemps qu'il ne l'aurait voulu. 3 jours plus tard, Camille se tenait dans le hall d'un immeuble haussmannien du 16e arrondissement. Une adresse qui, à elle seule, valait plus que tout ce qu'elle posséderait jamais. Elle avait relu le contrat au moins 10 fois depuis que cette femme impeccable en tailleur Chanel l'avait abordée à la sortie de l'hôpital avec une proposition qui semblait sortir d'un film. 180 000 €, 6 mois. Jouer la petite amie amoureuse d'un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Des clauses de confidentialité épaisses comme des romans, des avocats impliqués. Tout était légal, propre, froid et complètement insensé. Mais sa mère avait besoin d'une opération. Le temps filait, les dettes s'accumulaient, et Camille avait appris depuis longtemps que la fierté ne sauvait personne. Elle avait signé le matin même, les mains tremblantes, en se répétant comme un mantra qu'elle pouvait faire ça, que ce n'était qu'un rôle, que 6 mois passeraient vite.
L'ascenseur aux portes dorées s'ouvrit directement sur un appartement qui ressemblait à ces photos de magazines d'architecture. Sol en marbre noir, murs blancs immaculés, mobilier design en tons de gris et de noir, œuvres d'art abstraites qu'elle ne comprenait pas mais qui devaient coûter une fortune. Tout était froid, impersonnel, parfait, comme un décor de musée où personne ne vivait vraiment. Et au centre de tout ça, debout près d'une fenêtre qui offrait une vue panoramique sur la tour Eiffel et les toits de Paris, se tenait Lucas de Villeneuve. La photo ne lui rendait pas justice. Ou peut-être que si, mais voir quelqu'un en chair et en os créait toujours un impact différent. Il était grand, facilement 1,90 m, avec cette carrure d'épaule qui semblait sur le point de faire craquer la veste de son costume noir. Les cheveux noirs coiffés en arrière révélaient un front haut, des sourcils sombres, une mâchoire qui aurait pu être sculptée dans du granit. Mais ce qui la frappa le plus, ce furent ses yeux. Verts comme une forêt en hiver, froids, calculateurs, et pourtant porteurs d'une profondeur qui suggérait qu'il y avait bien plus sous la surface gelée. Il la regarda approcher sans sourire, sans bouger, comme s'il évaluait une acquisition potentielle. Camille sentit son dos se raidir. Elle n'allait pas se laisser intimider par un type en costume, peu importe combien d'argent il avait. « Mademoiselle Lefebvre, dit-il d'une voix grave et modulée, celle qu'on développe dans les écoles privées et les conseils d'administration. Merci d'être venue. Voulez-vous de l'eau? Du café? De l'eau, merci, répondit Camille en posant son sac sur le canapé de cuir gris. Elle portait un jean propre, un pull noir simple, les seules chaussures à talons qu'elle possédait. À côté de lui, elle se sentait comme une intruse dans un monde qui n'était pas le sien. Lucas lui tendit un verre d'eau minérale, dans un verre en cristal qui reflétait la lumière en 1000 éclats, puis s'assit dans le fauteuil en face d'elle, jambes croisées, dos droit, mains jointes sur les genoux. Position de réunion d'affaires. Camille réalisa avec un pincement au ventre qu'il traitait ça exactement comme ça, une transaction commerciale. « Je suppose que ma tante vous a expliqué les termes du contrat, commença-t-il sans préambule, le regard fixé quelque part au-dessus de son épaule gauche, jamais directement dans ses yeux. 6 mois, présence à mes côtés lors d'événements professionnels et mondains, comportement crédible en tant que couple, discrétion absolue. Aucune relation physique n'est exigée au-delà de ce qui est nécessaire pour les apparences publiques. Tenez-vous la main, baiser bref si nécessaire pour les photos. Rien de plus. » Camille l'écouta débiter les conditions comme s'il lisait un rapport financier, la voix monocorde, le visage impassible. Quelque chose en elle s'enflamma. Elle n'avait pas accepté 180 000 € pour être traitée comme un meuble qu'on loue. « Stop !» dit-elle en levant la main, l'interrompant en plein milieu d'une phrase sur les protocoles de sortie publique. Lucas cligna des yeux, visiblement pris au dépourvu. Personne ne l'interrompait jamais. « Pardon ? Écoutez, monsieur de Villeneuve. » Camille posa son verre et se pencha légèrement en avant, plantant son regard noisette directement dans ses yeux verts glacés. « Si vous voulez que les gens croient qu'on est en couple, va falloir que vous arrêtiez de me parler comme si j'étais votre assistante. L'amour, le vrai, ça a une texture, ça a une odeur, ça a des souvenirs partagés. Alors, soit on crée une histoire crédible ensemble, soit votre argent sert à rien parce que personne gobera cette mascarade 2 secondes. » Le silence qui suivit fut électrique. Lucas la fixa, vraiment la fixa pour la première fois, et quelque chose passa dans son regard. Surprise, irritation, respect, elle n'aurait su le dire. Ses mâchoires se contractèrent légèrement, signe qu'elle avait touché un nerf. « Vous avez du cran, dit-il finalement, et pour la première fois, un micro-sourire étira le coin de ses lèvres. Pas un sourire chaleureux, plutôt celui d'un prédateur qui vient de trouver une proie intéressante. Très bien, que proposez-vous? Des dîners, 1 fois par semaine, juste nous deux. On apprend à se connaître pour de vrai. Vos goûts, vos habitudes, ce qui vous fait rire, ce qui vous met en colère. Parce que si je dois être votre petit ami, je dois savoir qui vous êtes, pas juste ce que dit votre dossier Wikipédia. » Lucas la scruta longuement, pesant visiblement le pour et le contre. Puis il hocha la tête 1 fois, geste bref et décisif. « D'accord. Mercredi soir, 20 h, je vous enverrai l'adresse du restaurant. » « Pas de restaurant, »
contra Camille. Ici, ou chez moi. Quelque chose d'intime, de privé. Les vrais couples ne passent pas leur vie dans des endroits publics. Une ombre traversa le visage de Lucas, quelque chose qui ressemblait presque à de l'inconfort. L'idée d'intimité le dérangeait clairement, mais il finit par acquiescer. Ici, alors, je cuisinerai. Vous savez cuisiner? Camille ne put retenir la note de surprise dans sa voix. Vous seriez étonnée de ce que je sais faire, mademoiselle Lefebvre, répondit-il. Et cette fois, le sourire atteignit presque ses yeux. Camille se leva, tendit la main formellement. Dans ce cas, à mercredi. Et appelez-moi Camille. Les couples ne se vouvoient pas. Lucas se leva à son tour, serra sa main. La paume était chaude, ferme, plus calleuse qu'elle ne s'y attendait. Il ne la lâcha pas tout de suite. Leurs regards restèrent accrochés une seconde de trop. Et Camille sentit quelque chose vibrer dans l'air entre eux, quelque chose de dangereux. « À mercredi, Camille », dit-il doucement, et son prénom dans sa bouche eut un effet étrange sur son pouls. Elle récupéra sa main, attrapa son sac et sortit sans se retourner, parce qu'elle avait peur que s'il voyait son visage, il devinerait que cette simple poignée de main avait fait trembler quelque chose en elle qu'elle croyait mort depuis longtemps. Ce que Camille ne savait pas, c'est que derrière la porte refermée, Lucas restait immobile, fixant sa propre main comme si elle venait de le trahir. Parce que pour la première fois depuis des années, il avait ressenti quelque chose au contact d'une autre personne, et ça le terrifiait. Le mercredi arriva plus vite que Camille ne l'aurait voulu. Elle avait passé les 3 jours précédents à osciller entre l'excitation nerveuse et la panique pure. Qu'est-ce qu'on porte pour un faux dîner romantique avec un milliardaire? Elle n'avait rien dans sa garde-robe qui conviendrait à ce monde-là. Finalement, elle opta pour une robe noire simple qu'elle avait achetée au solde 2 ans plus tôt pour un mariage. Des ballerines noires parce que marcher dans Paris avec des talons relevait du suicide, et un cardigan beige pour se protéger du froid d'avril qui refusait de lâcher prise. Quand elle sonna à 20 heures précises, Lucas ouvrit presque immédiatement. Il avait troqué le costume pour un jean sombre et une chemise blanche aux manches roulées jusqu'au coude, révélant des avant-bras musclés et bronzés qui suggéraient qu'il ne passait pas tout son temps derrière un bureau. Ses cheveux étaient légèrement décoiffés, comme s'il avait passé la main dedans plusieurs fois. Il avait l'air humain, plus accessible, dangereux dans un genre différent. « Entre », dit-il en s'effaçant pour la laisser passer. L'appartement avait changé. Des bougies étaient allumées un peu partout, diffusant une lumière douce et chaleureuse. Une musique jazz flottait dans l'air, quelque chose de vieux, de classique, qui rappelait à Camille ces films en noir et blanc que sa mère adorait. Et ça sentait incroyablement bon. Ail, herbe, tomate, quelque chose qui mijotait et qui fit grogner son estomac de façon embarrassante. « Tu as vraiment cuisiné ?» demanda-t-elle en le suivant vers la cuisine ouverte, une merveille de design avec îlot central en marbre et électroménager qui devait coûter plus que son loyer annuel. « Je t'avais dit que je savais cuisiner ?» répondit Lucas en soulevant le couvercle d'une cocotte où bouillonnait ce qui ressemblait à un osso-bucco. Ma grand-mère italienne était convaincue qu'un homme qui ne sait pas nourrir une femme ne mérite pas d'en avoir une. Camille sourit malgré elle. Sage femme, elle l'était. Quelque chose de doux passa sur le visage de Lucas, un souvenir peut-être, avant que le masque ne se referme. « Assieds-toi, c'est presque prêt. » Le dîner se déroula dans une atmosphère étrangement confortable compte tenu des circonstances. Lucas servit l'ossobuco avec un risotto au safran qui fondait dans la bouche, accompagné d'un barolo qui coûtait probablement plus que le salaire hebdomadaire de Camille. Ils mangèrent d'abord en silence, puis la conversation commença à se délier, lentement, prudemment, comme 2 animaux sauvages qui s'apprivoisent. « Parle-moi de toi », dit Lucas en remplissant son verre, « au-delà de ce qui est dans le dossier. » Camille faillit s'étouffer avec son vin. « Il y a un dossier sur moi. Ma tante est très minutieuse. » Il ne sembla même pas gêné. « Mais un dossier ne dit pas tout. Je veux savoir ce qui t'a poussé à devenir infirmière. » Elle réfléchit un moment, faisant tourner le vin dans son verre. « Ma grand-mère est morte d'un cancer quand j'avais 12 ans. Les infirmières qui s'occupaient d'elle ont été les personnes les plus gentilles que j'ai jamais rencontrées.
Elle lui tenait la main quand elle avait peur. Elle lui chantait des chansons. Elles ont fait de ces derniers jours quelque chose de moins horrible. J'ai voulu être ça pour quelqu'un. Être la main qu'on tient dans le noir. Lucas la regarda avec une intensité qui la mit mal à l'aise. C'est beau. C'est naïf, corrigea Camille, avec un sourire amer. La réalité, c'est 36 heures de garde, des patients qui t'engueulent, des médecins qui te traitent comme si tu étais invisible, et un salaire qui te permet à peine de survivre. Pourtant, tu continues. Parce que de temps en temps, il y a ce moment. Un patient qui te serre la main et dit merci. Un gamin qui guérit contre toute attente. Un sourire qui te rappelle pourquoi tu as commencé. Ces moments-là, ils valent tous les cauchemars. Lucas hocha lentement la tête, comme s'il comprenait vraiment. Et ta mère? Le visage de Camille se ferma légèrement. Cancer du pancréas. Stade 3. L'opération dont elle a besoin n'est pas couverte par la mutuelle. C'est pour ça que j'ai accepté ton argent. Pas pour moi. Pour elle. Je sais, dit doucement Lucas. Et je respecte ça. La loyauté familiale, c'est rare de nos jours. Et toi? Camille se pencha légèrement en avant, les coudes sur la table, le menton sur ses mains. Pourquoi un homme qui a tout a besoin de payer quelqu'un pour faire semblant de l'aimer? La mâchoire de Lucas se contracta. Il se leva, commença à débarrasser la table, geste automatique pour éviter de répondre. Mais Camille ne le lâcha pas du regard, attendant, patiente, comme elle l'était avec les patients difficiles. Parce que je suis incapable d'aimer vraiment, dit-il finalement, dos tourné, les mains appuyées sur le comptoir, ou du moins, c'est ce qu'on m'a appris. Mon père était, disons qu'il considérait l'amour comme une faiblesse stratégique, une arme que l'autre peut utiliser contre toi. Ma mère a passé sa vie à l'aimer pendant qu'il la détruisait petit à petit avec son indifférence. J'ai grandi en me jurant de ne jamais être comme elle, vulnérable, dépendante, pathétique. Le mot claqua dans l'air comme une gifle. Camille se leva, s'approcha de lui lentement. Ta mère n'était pas pathétique, elle était courageuse. Aimer quelqu'un qui ne t'aime pas en retour, c'est l'acte le plus courageux qui soit. Lucas se retourna brusquement, et Camille réalisa qu'elle était bien plus proche qu'elle ne le pensait. Quelques centimètres à peine les séparaient. Elle pouvait sentir son parfum, quelque chose de boisé et d'épicé qui lui fit tourner la tête. Voir les petites paillettes d'or dans ses yeux verts, remarquer la façon dont sa pomme d'Adam bougeait quand il déglutit. « Tu ne me connais pas, dit-il, la voix plus basse, plus rauque. Tu ne connais rien de moi. Alors apprends-moi, répondit Camille sans reculer. C'est le deal, non? On est censé se connaître. Ils restèrent ainsi, suspendus dans cet instant où tout pouvait basculer, où le jeu pouvait devenir réalité. Les yeux de Lucas descendirent vers les lèvres de Camille, s'y attardèrent une seconde, de trop. Elle retint sa respiration, le cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Puis Lucas recula d'un pas, brisant le moment comme du verre qui éclate. « Dessert ?» proposa-t-il d'une voix qui se voulait légère, mais sonnait tendue. « J'ai fait un tiramisu. » Camille expira lentement, déçue et soulagée à la fois. « Bien sûr. J'adore le tiramisu. » Le reste de la soirée se déroula dans une zone étrange entre confort et tension. Ils parlèrent de choses insignifiantes, de films préférés et de souvenirs d'enfance, construisant lentement une histoire commune. Mais sous chaque mot, chaque rire, planait cette chose non dite, cette attirance qui n'était pas censée exister. Quand Camille partit vers minuit, Lucas insista pour appeler un taxi. Ils attendirent sur le palier, le silence désormais chargé de tout ce qu'ils ne disaient pas. « Mercredi prochain ?» demanda Lucas, les mains dans les poches. « Mercredi prochain », confirma Camille. Et quand le taxi démarra, elle se retourna pour voir Lucas, encore debout sur le palier, qui la regardait partir. Quelque chose en elle frémit, un avertissement peut-être, que ce jeu allait devenir bien plus compliqué qu'elle ne l'imaginait. Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que le destin avait déjà commencé à tisser sa toile, et que dans exactement 4 semaines, tout changerait lors d'un événement qui les forcerait à admettre ce qu'ils niaient si farouchement. Que certaines choses ne peuvent pas se feindre, et que l'amour, le vrai, ne demande pas de permission avant de s'installer. Les semaines suivantes passèrent dans un brouillard étrange, fait de réalité et de fiction entremêlées. Leur première apparition publique fut un gala de charité au Hôtel Plaza Athénée,
Une soirée où tout le gratin parisien se retrouvait pour donner de l'argent tout en portant des robes qui en coûtaient autant que ce qu'ils donnaient. Lucas avait fait livrer une robe pour Camille, un fourreau bleu nuit signé Dior qui épousait ses courbes avec une élégance sobre. Quand elle se regarda dans le miroir, elle eut du mal à se reconnaître. Cette femme sophistiquée ne pouvait pas être elle. Lucas passa la chercher à 19 heures. Quand elle ouvrit la porte de son studio minuscule, il resta figé un instant, les yeux s'attardant sur elle d'une façon qui fit monter la chaleur dans ses joues. « Tu es magnifique », dit-il simplement, et quelque chose dans sa voix suggérait qu'il ne parlait pas pour le rôle. « Merci », murmura Camille en attrapant son sac. « La robe fait tout le travail. »« Non », répondit Lucas en lui tendant le bras. « Ce n'est pas la robe. » Dans la voiture qui les menait vers l'hôtel, Lucas lui briefa sur les personnes importantes qu'ils allaient rencontrer, les sujets à éviter, les alliances politiques à naviguer. Camille écoutait à moitié, trop consciente de la chaleur de sa main qui reposait sur sa cuisse, geste possessif et protecteur à la fois qu'il avait adopté sans y penser. « Tu es nerveuse ?» demanda-t-il en remarquant qu'elle tortillait le fermoir de son sac. Terrifiée, admit-elle. « Je ne connais rien à ce monde. Je vais dire ou faire quelque chose de stupide et gâcher tout. » Lucas posa sa main sur la sienne, la forçant à s'immobiliser. « Respire. Tu es intelligente, charmante, et bien plus intéressante que 90% des gens qui seront là ce soir. Sois juste toi-même. Moi-même ne vaut pas 180 000 €, marmonna Camille. « Moi je pense que si, » répondit Lucas, et la sincérité dans sa voix la fit le regarder. Leurs yeux se rencontrèrent, et pendant un instant suspendu, quelque chose passa entre eux, quelque chose de réel. Le gala fut une épreuve, des heures à sourire, à serrer des mains, à faire semblant de comprendre des conversations sur des marchés financiers et des investissements en Asie du Sud-Est. Mais Lucas ne la quitta pas une seconde. Sa main resta fermement posée sur le bas de son dos, guidant, protégeant, réchauffant. Il la présentait avec fierté, ma Camille, et chaque fois ces deux mots faisaient quelque chose de bizarre à son cœur. Le moment critique arriva quand une femme d'une 50aine d'années, visage tiré par trop de chirurgie, les arrêta près du buffet. « Lucas, mon chéri, ça fait des siècles !» Elle l'embrassa sur les deux joues avec effusion, puis se tourna vers Camille avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Et qui est cette charmante créature ? Madame Beaumont, je vous présente Camille Lefebvre, ma compagne. » La façon dont Lucas prononça ma compagne était presque territoriale. « Enchanté. » Madame Beaumont tendit une main molle que Camille serra brièvement. « Lefebvre, Lefebvre, je ne connais pas cette famille. D'où venez-vous, ma chère ?» Le piège était évident. Camille sentit Lucas se raidir à côté d'elle, prêt à intervenir, mais elle sourit doucement. « Du 19e arrondissement. Je suis infirmière à l'hôpital Saint-Camille. » Un silence stupéfait accueillit sa déclaration. Puis Madame Beaumont rit, un son aigu et faux. « Oh, comme c'est charmant! Une femme qui travaille! Quelle modernité, Lucas! Une femme qui sauve des vies !» corrigea Lucas, la voix tranchante comme une lame, contrairement à certaines qui passent leur temps à dépenser l'argent de leur mari en chirurgie esthétique ratée. « Maintenant, si vous voulez bien nous excuser. » Il guida Camille loin de la femme bouche bée, ses doigts se resserrant possessivement sur sa taille. Quand ils furent hors de portée d'oreille, Camille éclata de rire. « Tu viens vraiment de dire ça ?» Elle l'avait cherché, grommela Lucas, mais un sourire tirait le coin de ses lèvres. « Personne n'insulte ma compagne. » Il avait trébuché sur le mot, comme s'il allait dire autre chose. Camille le remarqua mais ne dit rien, savourant la chaleur qui explosait dans sa poitrine à l'idée qu'il l'ait défendue si férocement. Ils quittèrent le gala vers minuit. Dans la voiture, Camille retira ses escarpins avec un soupir de soulagement, massant ses pieds endoloris. Lucas la regardait avec une expression indéchiffrable. « Quoi ?» demanda-t-elle en remarquant son regard. « Tu as été parfaite ce soir, » dit-il doucement. « Meilleure que je n'osais l'espérer. Je pensais que tu n'espérais rien de moi, juste que je joue un rôle. » Lucas se pencha en avant, éliminant l'espace entre eux sur la banquette arrière. « Au début, peut-être, mais maintenant… » « Maintenant quoi ?» Le cœur de Camille battait si fort
qu'elle entendait le sang pulser dans ses oreilles. Maintenant, je ne sais plus très bien où s'arrête le jeu et où commence la réalité, avoua-t-il, ses yeux verts plongeant dans les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle. Les lèvres de Camille s'entr'ouvrirent, une invitation inconsciente. Lucas descendit son regard vers sa bouche, s'attarda, hésita. Sa main se leva, les doigts effleurant sa joue, dans une caresse si légère qu'elle aurait pu l'imaginer. « Lucas », murmura-t-elle, sans savoir si c'était une supplication ou un avertissement. Le chauffeur tout sauta discrètement. « Monsieur, nous sommes arrivés. » Le moment se brisa. Lucas se recula si brusquement qu'il heurta la portière. « Oui, bien. Merci, Philippe. » Il descendit, fit le tour pour ouvrir la portière de Camille, lui tendit la main avec une courtoisie formelle qui contrastait cruellement avec l'intimité d'il y a quelques secondes. Elle prit sa main, sentit ses doigts se refermer sur les siens, chauds et fermes. « Bonne nuit, Camille, dit-il d'une voix tendue. « Bonne nuit, répondit-elle en libérant sa main à contre-cœur. Elle monta les 5 étages jusqu'à son studio sans se retourner, mais sentit son regard sur elle jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans l'immeuble. Une fois seule, elle s'adossa contre la porte fermée, le cœur battant la chamade, les joues en feu. « Ce n'est qu'un jeu », se murmura-t-elle dans l'obscurité de son appartement, « juste un rôle, rien de réel. » Mais en touchant sa joue, là où ses doigts l'avaient effleurée, elle sut qu'elle se mentait. Dans la voiture qui s'éloignait, Lucas fixait ses mains comme si elles venaient de le trahir. Il avait failli la embrasser, devant son chauffeur, sans réfléchir, sans calcul, juste parce qu'il en mourrait d'envie, parce que ses lèvres semblaient de l'appeler, parce que l'espace entre eux était devenu insupportable. « Merde », jura-t-il doucement. Monsieur, Philippe, son chauffeur depuis 10 ans, le connaissait assez pour sentir que quelque chose n'allait pas. Rien. Rentre-moi à la maison. Mais ce n'était pas rien. Et ils le savaient tous les deux. Lucas de Villeneuve, l'homme qui ne ressentait rien, qui contrôlait tout, venait de perdre pied. Et ça ne faisait que commencer. Ce qu'aucun d'eux ne réalisait encore, c'est que dans 3 semaines exactement, lors d'un voyage organisé à Chamonix, les dernières barrières tomberaient, et que jouer à faire semblant deviendrait impossible quand le cœur refuserait de suivre le script. La proposition arriva par email un mardi matin, alors que Camille enchaînait sa 3e garde de nuit consécutive. Hélène de Villeneuve, avec son efficacité habituelle, avait organisé un voyage de 10 jours à Chamonix-Mont-Blanc. « Pour le bien de la narrative », écrivait-elle. Photos romantiques dans les Alpes, moments de complicité loin de Paris, exactement ce dont les investisseurs américains avaient besoin pour voir Lucas sous un jour plus humain. Camille fixa l'écran de son téléphone, coincé entre l'excitation nerveuse et la panique pure. 10 jours seul avec Lucas, 10 jours à faire semblant dans un endroit isolé où personne ne les regarderait. 10 jours à tester les limites d'un arrangement qui commençait déjà à ressembler dangereusement à quelque chose de réel. Elle répondit d'un simple « d'accord », parce que refuser signifierait rompre le contrat. Et aussi, si elle était honnête avec elle-même, parce qu'une partie d'elle voulait ces 10 jours, voulait voir qui était Lucas quand les masques tombaient complètement. Le chalet était niché au bout d'un chemin forestier, accessible uniquement par une route étroite qui serpentait entre les sapins couverts de neige tardive. Structure en bois massif sur 3 niveaux, baie vitrée offrant une vue imprenable sur le Mont Blanc, cheminée monumentale, décoration montagnarde chic. C'était magnifique et terriblement isolé. Le genre d'endroit où on pouvait crier sans que personne n'entende, ou tomber amoureux sans témoin. Lucas arriva 1 heure après elle, chargé de sacs de course et d'un ordinateur portable, bien sûr. Même en vacances forcées, il ne pouvait s'empêcher de travailler. « Chambre du haut pour moi, celle du milieu pour toi », annonça-t-il en posant les sacs dans la cuisine tout équipée. « Salle de bain séparée. On est civilisé. » « Très civilisé », acquiesça Camille en explorant les lieux. Les 3 premiers jours furent exactement ce qu'il avait prévu. Lucas travaillait dans le bureau aménagé au rez-de-chaussée, participait à des visioconférences, analysait des rapports. Camille lisait sur la terrasse quand le soleil réchauffait l'air, préparait des repas simples qu'il mangeait dans un silence poli. Se couchait tôt,
Ils se croisaient comme deux colocataires qui partageaient un espace sans vraiment se voir. C'était sûr, c'était prévisible, c'était insupportablement frustrant. Le 4e jour, un orage éclata en fin d'après-midi. Pas la petite pluie parisienne, mais une vraie tempête alpine qui fit trembler les vitres et plongea la vallée dans une pénombre inquiétante. L'électricité sauta vers 19 heures. « Génial !» marmonna Lucas en fermant son ordinateur mort. Le groupe électrogène devait être vérifié. « On a des bougies ?» demanda Camille depuis le canapé où elle était recroquevillée sous un plaid. « Dans le placard de la cuisine, je m'en occupe. » 15 minutes plus tard, le chalet brillait d'une lueur douce et dansante. Lucas avait allumé un feu dans la cheminée monumentale, les flammes léchant les bûches avec des craquements réconfortants. Camille s'était rapprochée de la chaleur, assise en tailleur sur le tapis épais, un verre de vin rouge à la main. Lucas la rejoignit, s'installant dans le canapé derrière elle, ses longues jambes étendues. Le silence s'installa, mais pour la première fois, ce n'était pas un silence vide. C'était plein du crépitement du feu, du tambourinement de la pluie, de leur respiration synchronisée. « Pourquoi tu fais ça ?» La voix de Camille rompit finalement le silence, douce mais insistante. « Quoi donc ?»« Tout ça. Tu as réussi professionnellement. Tu as plus d'argent que tu ne pourras jamais en dépenser. Qu'est-ce qui te manque au point de devoir payer quelqu'un pour faire semblant de t'aimer ?» Lucas resta silencieux si longtemps qu'elle crut qu'il ne répondrait pas. Puis sa voix s'éleva, basse et rugueuse. « La paix. Ce qui me manque, c'est la paix. » Camille se retourna pour le regarder. Dans la lueur des flammes, son visage était tout en ombre et en angle, les yeux verts reflétant le feu comme des émeraudes liquides. « Explique-moi. » Il soupira, passa une main dans ses cheveux, les ébouriffant d'une façon qui le rendait presque vulnérable. « Ma mère est morte il y a 5 ans. Cancer. Elle a passé 30 ans mariée à un homme qui la traitait comme une possession. Mon père ne l'a jamais aimée. Il l'a épousée pour son nom, pour les connexions familiales. Elle le savait. Mais elle l'aimait quand même, désespérément, pathétiquement. J'ai grandi en la regardant se consumer pour quelqu'un qui ne la voyait même pas. Et je me suis juré que je ne serais jamais comme elle, que je ne donnerais jamais à quelqu'un ce pouvoir sur moi. Alors tu as décidé de ne rien ressentir du tout, conclut doucement Camille. Exactement. Contrôle total, vulnérabilité zéro. Ça a marché pendant des années, jusqu'à ce que ça ne marche plus. Qu'est-ce qui a changé? Lucas la fixa intensément. Toi, tu as changé quelque chose. Le cœur de Camille manqua un battement. Ne dis pas ça. C'est juste. Le contraire, je sais, termina-t-il avec un rire amer. Mais le problème avec faire semblant, c'est que parfois on oublie qu'on fait semblant. Camille se leva brusquement, le vin menaçant de se renverser. Je devrais aller me coucher. Pourquoi tu fuis? Lucas se leva aussi, la dominant de sa hauteur. Chaque fois qu'on s'approche de quelque chose de réel, tu recules. Parce que rien de tout ça n'est réel, explosa Camille, la voix tremblant de frustration et de quelque chose de plus profond. Tu me paies, Lucas. 180 000 € pour 6 mois de ma vie. Ce n'est pas une relation, c'est une transaction commerciale. Alors arrête de regarder ma bouche comme si tu voulais m'embrasser et arrête de dire des choses qui me font croire qu'il pourrait y avoir plus quand on sait tous les deux que c'est impossible. Et si je le voulais? Il fit un pas vers elle, puis un autre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un souffle entre eux. M'embrasser. Si je voulais ça depuis le premier soir, depuis que tu es entré dans mon appartement avec cette robe noire et ce regard qui disait que tu ne te laisserais pas impressionner par mon argent. Si je passe mes nuits à me retourner dans mon lit en pensant au goût que doivent avoir tes lèvres, si chaque fois que quelqu'un d'autre te regarde, je veux marquer mon territoire comme un animal primitif. Qu'est-ce que tu fais de ça, Camille? Elle tremblait maintenant, tout son corps vibrant de tension et de désir et de peur. Je ne peux pas. On ne peut pas. Dis-moi que tu ne ressens rien, murmura-t-il, en levant la main, ses doigts effleurant sa joue dans une caresse si tendre qu'elle en eut les larmes aux yeux. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que ton cœur ne bat pas plus vite quand je suis près de toi, que tu ne penses pas à moi quand tu es seul, que ce qui est entre nous n'est que du théâtre. Lucas, c'était à peine un murmure, un sanglot. Dis-le et je te laisse tranquille. Je respecterai les termes du contrat à la lettre.
Plus de moments comme celui-ci, plus de confusion, juste le rôle. Camille ouvrit la bouche pour dire exactement ça, pour mentir, pour protéger son cœur, mais les mots ne vinrent pas, parce qu'elle en avait assez de mentir, assez de faire semblant que ses mains ne tremblaient pas quand il la touchait, que son estomac ne se nouait pas quand il souriait, que son cœur ne se brisait pas un peu plus, chaque jour, à l'idée que tout ça prendrait fin dans quelques mois. « Je ne peux pas le dire », avoua-t-elle, les larmes roulant maintenant librement sur ses joues, parce que ce serait un mensonge, et j'en ai marre de mentir. Quelque chose de sauvage et de triomphant brilla dans les yeux de Lucas. Alors ne mens plus. Et il combla la distance, capturant ses lèvres dans un baiser qui mit le monde en feu. Ce n'était pas doux, ce n'était pas hésitant. C'étaient des mois de tension qui explosaient en un instant, des mains qui s'agrippaient, des corps qui se pressaient l'un contre l'autre, comme s'ils essayaient de fusionner. Lucas prit son visage entre ses mains, approfondissant le baiser avec une faim qui arracha un gémissement à Camille. Elle s'accrocha à ses épaules, montant sur la pointe des pieds pour se rapprocher encore, ouvrant sa bouche pour l'accueillir. Le goût de lui était grisant, vin rouge et quelque chose d'uniquement lui, d'addictif. Ses mains descendirent le long de son dos, la soulevant sans effort pour l'asseoir sur le bord du canapé, se positionnant entre ses cuisses. Camille enroula ses jambes autour de sa taille, tirant sur sa chemise pour sentir la chaleur de sa peau. « Camille !» grogna-t-il contre sa bouche, les lèvres migrant vers sa mâchoire, son cou, trouvant ce point sensible sous son oreille qui la fit trembler. « Tu me rends fou, absolument fou. »« Bien !» haleta-t-elle en tirant ses cheveux, exposant sa gorge à ses lèvres, « parce que tu me rends folle depuis le début. » Il releva la tête, plantant son regard vert incandescent dans le sien. « Je veux ça, je te veux, pas pour le contrat, pas pour les apparences. Juste parce que je ne peux plus respirer correctement quand tu n'es pas là. Alors prends-moi, » murmura Camille, sa main glissant sous sa chemise, sentant les muscles de son abdomen se contracter sous ses doigts. « Arrête de réfléchir et prends-moi. » Lucas ne se le fit pas dire 2 fois. Il la souleva, ses mains agrippant ses cuisses, tandis qu'il la portait vers l'escalier qui menait à sa chambre. Leurs bouches ne se séparèrent pas, affamées, désespérées. Camille laissa tomber des baisers le long de sa mâchoire, mordillant doucement, savourant le grognement rauque qu'elle lui arracha. Ils atteignirent la chambre dans un brouillard de mains exploratrices et de vêtements arrachés. Lucas la déposa sur le lit, se tenant au-dessus d'elle, les yeux brûlants. « Dernière chance de dire non, » dit-il, la voix rauque de désir contenu. « Parce qu'après, il n'y a pas de retour en arrière. »« Je ne veux pas de retour en arrière, » répondit Camille, en le tirant vers elle. « Je veux aller de l'avant, avec toi. » Et cette nuit-là, dans ce chalet perdu dans les montagnes, tandis que l'orage faisait rage dehors, ils arrêtèrent de faire semblant. Ils se donnèrent l'un à l'autre sans retenue, sans calcul, avec une honnêteté brûlante qui les laissa tous les deux transformés. Quand Camille s'endormit enfin, levée contre le torse de Lucas, sa tête sur son cœur qui battait régulièrement, elle sut que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Elle était tombée amoureuse d'un homme qui l'avait payée pour faire semblant de l'aimer. Et Lucas, caressant doucement ses cheveux dans l'obscurité, les yeux fixés au plafond, réalisa la même chose. Il avait pensé pouvoir contrôler ça, garder des frontières claires. Mais Camille Lefebvre avait démoli toutes ses défenses sans même essayer. Le contrat n'avait plus aucune importance. Le jeu était devenu réalité, et aucun d'eux n'était prêt pour ce qui allait suivre. Les jours suivants à Chamonix furent comme vivre dans une bulle suspendue hors du temps. Ils ne quittèrent pratiquement pas le chalet, prétextant le mauvais temps. Mais la vérité était qu'ils ne voulaient pas partager ce qu'ils avaient découvert avec le monde extérieur. Pas encore. Ils apprirent à se connaître dans l'intimité vraie, pas celle des dîners planifiés ou des événements publics. Lucas cuisinait le matin, des omelettes parfaites et des tartines beurrées qu'il mangeait au lit en écoutant la pluie. Camille lisait à haute voix des passages de romans pendant qu'il travaillait, sa voix devenue sa musique de fond préférée. Il faisait l'amour avec une passion qui ne semblait jamais diminuer, découvrant les corps et les cœurs l'un de l'autre avec une fascination qui frôlait l'obsession.
Pourquoi tu fais cette grimace quand tu te concentres ?» demanda Lucas un après-midi, alors qu'elle lisait, allongée sur le ventre sur le canapé, ses jambes nues se balançant dans l'air. « Quelle grimace !» Camille leva les yeux de son livre, les sourcils froncés. « Celle-là, tu plisses le nez et tu te mords la lèvre inférieure. C'est adorable et complètement distrayant. »« Je ne fais pas ça, » protesta-t-elle en se redressant. Lucas s'approcha, s'agenouillant devant le canapé pour être à sa hauteur. « Si, tu le fais, et tu chantes aussi sous la douche. Faux, mais avec conviction. » Camille lui donna un coup de livre sur l'épaule, riant. « Espèce d'espion, coupable, » admit-il, en capturant ses lèvres dans un baiser qui commença joueur et devint rapidement quelque chose de plus profond. Quand il se retira, ses yeux verts étaient sérieux. « Je pourrais faire ça pour toujours, tu sais, te regarder vivre, t'écouter respirer. C'est devenu ma chose préférée au monde. » Le cœur de Camille se serra douloureusement. « Lucas, je sais. » Il posa un doigt sur ses lèvres. « On n'en parle pas. Pas encore. Laisse-moi juste avoir ça. Quelques jours de plus. »« D'accord, » murmura-t-elle contre son doigt. « Quelques jours de plus. » Mais ils savaient tous les deux que les jours à Chamonix avaient un compte à rebours, et que retourner à Paris signifierait affronter la réalité de ce qu'ils devenaient. Le dernier soir arriva trop vite. Ils dînèrent sur la terrasse malgré le froid, emmitouflés dans des plaids, le ciel au-dessus d'eux explosant d'étoiles qu'on ne voyait jamais à Paris. Lucas avait ouvert une bouteille de Romanée Conti qu'il réservait pour les occasions spéciales. « C'est quoi l'occasion ?» demanda Camille, en savourant le vin qui coûtait probablement plus que son loyer mensuel. « Toi » répondit simplement Lucas. « Nous, ce qu'on a trouvé ici. » Camille posa son verre, le regardant dans la lumière des bougies qui dansaient sur son visage. « Qu'est-ce qu'on a trouvé exactement ?» Lucas prit sa main, entrelaçant leurs doigts. « Je ne sais pas comment l'appeler. Je ne sais même pas si j'ai le droit de l'appeler quelque chose. Tout ce que je sais, c'est que quand je suis avec toi, je me sens entier, complet, comme si j'avais passé ma vie entière à errer dans le noir et que tu étais la lumière que je cherchais sans le savoir. » Les larmes montèrent aux yeux de Camille. « Et le contrat ? » ?»« Je veux le déchirer, » dit Lucas fermement. « Je ne veux plus qu'il y ait de l'argent entre nous. Je veux que ce soit réel. »« Ça l'est déjà, » murmura Camille, une larme roulant sur sa joue. « Pour moi, c'est réel depuis... Depuis quand ? Depuis le premier dîner. Quand tu as raconté cette histoire de ta grand-mère qui t'apprenait à cuisiner. Il y avait de la douleur dans ta voix, de l'amour, de la nostalgie. Et j'ai réalisé que sous toute cette glace, il y avait un homme capable de ressentir profondément. J'ai voulu connaître cet homme, et maintenant que je le connais, je ne peux plus faire semblant qu'il n'existe pas. » Lucas se leva, l'attirant doucement contre lui, l'enveloppant dans ses bras, comme s'il pouvait la protéger du monde entier. « On rentre demain, » dit-il contre ses cheveux, « et on fait ça pour de vrai. Plus de contrat, plus de mensonges, juste toi et moi. Et si ça ne marche pas ?» Le murmure de Camille était à peine audible. « Alors, on aura au moins essayé. » Mais Camille, il la fit reculer pour la regarder dans les yeux. « Je pense que ça va marcher. Je crois qu'on pourrait être extraordinaires ensemble. » Elle se hissa sur la pointe des pieds, l'embrassant avec toute la tendresse et la peur et l'espoir qui gonflèrent sa poitrine. « Moi aussi, je le crois. » Cette nuit-là, ils firent l'amour avec une lenteur presque douloureuse, mémorisant chaque sensation, chaque soupir, chaque battement de cœur, comme s'ils savaient, quelque part au fond d'eux, que tout était sur le point de changer. Et ils avaient raison. Parce que 2 semaines après leur retour à Paris, Camille découvrirait quelque chose qui transformerait tout leur bel édifice en château de cartes. Quelque chose qu'aucun contrat, aucun sentiment, aucune promesse n'avait prévu. Elle était enceinte. Et quand elle trouverait le courage de le lui dire, Lucas ferait la pire erreur de sa vie. Il paniquerait, il reculerait, il prouverait que toutes ses peurs à elle étaient fondées. Mais ça, il ne le savait pas encore. Pour l'instant, ils dormaient dans les bras l'un de l'autre, croyant naïvement que l'amour suffirait. Le destin, lui, savait que les vrais tests ne faisaient que commencer. Le retour à Paris fut comme replonger dans de l'eau glacée après avoir flotté dans un bain chaud. La réalité les rattrapa avec une brutalité qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Lucas avait l'Empire à gérer.
les réunions qui s'étaient accumulées, les décisions qui ne pouvaient attendre. Camille reprit ses gardes à l'hôpital, le rythme épuisant qui ne laissait de place à rien d'autre qu'au travail et au sommeil. Ils essayèrent de maintenir l'intimité découverte à Chamonix. Des dîners volés entre deux obligations, des nuits où Lucas venait directement de l'aéroport après un voyage d'affaires pour s'endormir dans les bras de Camille, des textos pendant la journée, des photos stupides envoyées juste pour faire sourire l'autre. C'était imparfait, chaotique, mais c'était à eux. Le contrat n'avait pas été officiellement annulé. Lucas avait proposé de le faire, mais Camille avait refusé. « Pas encore », avait-elle dit. « Laissons passer les 6 mois. Prouvons que c'est réel avant d'enlever le filet de sécurité. » Lucas n'avait pas compris sa réticence, mais il avait respecté son choix. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Camille avait peur. Peur que s'ils enlevaient l'argent de l'équation, ils réalisent qu'elle ne valait pas l'effort. Qu'elle n'était qu'une fille ordinaire du 19e arrondissement qui n'avait rien à offrir à un homme comme lui. 4 semaines après Chamonix, Camille se réveilla avec une nausée qui ne ressemblait à rien qu'elle n'ait jamais ressenti. Elle courut aux toilettes, vomit violemment, puis resta assise sur le carrelage froid, le front contre les genoux, essayant de respirer. Intoxication alimentaire, se dit-elle, ou grippe. Mais la nausée revint le lendemain, et le surlendemain. Et quand elle réalisa qu'elle avait raté ses règles, un froid glacial s'installa dans son ventre. Elle acheta 3 tests de grossesse à 3 pharmacies différentes, les mains tremblantes. Dans les toilettes du personnel à l'hôpital, entre 2 patients, elle les fit tous. 3 minutes qui s'étirèrent comme des heures. 3 lignes roses qui détruisirent son monde. Enceinte. Elle s'assit par terre, le dos contre la porte verrouillée, fixant les tests comme s'ils allaient changer de résultat si elle regardait assez longtemps. Son esprit tournait à vide, essayant de calculer quand, comment, mais elle savait, Chamonix. Cette première nuit où ils avaient été tellement consumés l'un par l'autre qu'ils n'avaient pensé à rien d'autre. « Merde », murmura-t-elle. « Merde, merde, merde. » Qu'allait-elle faire? Comment allait-elle le dire à Lucas? Est-ce qu'elle devait le dire? Le contrat ne mentionnait rien sur la grossesse. Ce n'était censé être qu'un arrangement temporaire, pas une famille. Elle passa les 3 jours suivants dans un brouillard, automatique au travail, silencieuse quand Lucas l'appelait. Il remarqua que quelque chose n'allait pas, demanda plusieurs fois, mais elle balaya ses inquiétudes. Juste fatiguée, mentait-elle, trop de garde. Mais elle ne pouvait pas continuer à fuir. Elle devait lui dire. Il méritait de savoir la vérité. Elle l'invita chez lui un soir, prétextant vouloir lui faire un dîner surprise. Lucas ouvrit la porte avec ce sourire qui lui était désormais réservé, ce sourire qui disait qu'elle était sa personne préférée au monde. « Salut, toi !» murmura-t-il en l'attirant à lui pour un baiser. Camille s'accrocha à lui une seconde de trop, respirant son odeur, mémorisant la sensation de ses bras autour d'elle. Au cas où ce serait la dernière fois. Le dîner fut tendu. Lucas essayait d'engager la conversation, racontait des anecdotes de sa journée, mais Camille répondait à peine, poussant la nourriture dans son assiette sans manger. « Camille, qu'est-ce qui se passe ?» finit-il par demander, posant ses couverts. « Tu es ailleurs depuis des jours. Si tu regrettes, si tout ça va trop vite, tu peux me le dire. »« Ce n'est pas ça, » murmura-t-elle, posant aussi ses couverts. Ses mains tremblaient violemment. Elle les cacha sous la table. « Alors quoi? Parle-moi !» Elle leva les yeux vers lui, ses yeux verts qu'elle aimait tant, et sentit son cœur se briser un peu. « Je suis enceinte. » Les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau, créant des ondes qui détruiraient tout sur leur passage. Lucas se figea. Toute couleur quitta son visage. Il ouvrit la bouche, la referma, la rouvrit. Aucun son ne sortit. Lucas, la voix de Camille, était à peine un murmure. Il se leva brusquement, la chaise raclant bruyamment le sol, se mit à faire les 100 pas, les mains dans les cheveux, la respiration accélérée. « Comment? Depuis combien de temps? » « Environ 6 semaines. Chamonix. Et tu en es sûr? 3 tests. Je suis infirmière, Lucas. Je sais reconnaître une grossesse. » Il continua à marcher, le visage tourmenté, et chaque seconde de silence plantait un couteau de plus dans le cœur de Camille. « Dis quelque chose !» supplia-t-elle, les larmes commençant à brouiller sa vision.
Ce n'était pas prévu, finit-il par lâcher, la voix étranglée. Ça ne faisait pas partie du contrat. Et là, ces mots qu'elle avait le plus redoutés, comme si tout entre eux se résumait encore à ce putain de contrat. « Je sais », dit Camille, sa propre voix devenant froide, la colère et la peine fusionnant en une masse toxique. « C'est pour ça que je te le dis. Tu as le droit de savoir. Mais je ne t'impose rien. Je peux gérer ça toute seule. » « Gérer ça ?» Lucas se retourna violemment. « C'est un bébé, Camille. Mon bébé. Tu ne peux pas juste gérer ça comme un problème administratif. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» cria-t-elle en se levant aussi, les larmes coulant maintenant librement. « Dis-moi, parce que tu es là à faire les 100 pas comme si c'était la fin du monde, comme si je t'avais piégé, alors que tu sais très bien que je n'ai jamais rien voulu de toi hormis... Hormis quoi? Hormis ton cœur !» explosa-t-elle. « J'ai été assez stupide pour tomber amoureuse de toi pour de vrai, pour croire que peut-être, juste peut-être, tu ressentais la même chose. Mais je vois bien que j'avais tort. Pour toi, ça reste un arrangement, une transaction. »« Ce n'est pas vrai, » dit Lucas, mais sa voix manquait de conviction. Il avait l'air perdu, effrayé et tellement loin du homme qu'elle avait tenu dans ses bras à Chamonix. « Alors prouve-le !» dit Camille, essuyant ses larmes d'un geste rageur. « Dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce que tu ressens. » Lucas la regarda longuement, et dans ses yeux, elle vit le conflit, l'amour et la peur se battant, et la peur en train de gagner. « J'ai besoin de temps, » finit-il par dire, et ses mots furent comme une sentence de mort. « Pour réfléchir, pour... » « Pourquoi? Calculer combien ça va te coûter? Planifier comment gérer ce problème? » « Ce n'est pas juste, Camille. »« Non, » acquiesça-t-elle en attrapant son sac. « Rien de tout ça n'est juste, mais au moins maintenant je sais où j'en suis. »« Où tu vas? Loin de toi. Prends tout le temps qu'il te faut pour réfléchir, Lucas. Mais sache que moi, je n'ai besoin de réfléchir à rien. Je garde ce bébé, avec ou sans toi. » Elle sortit, claquant la porte derrière elle, et cette fois, ne se retourna pas même quand elle entendit Lucas crier son nom. Dans le taxi qui la ramenait chez elle, elle pleura jusqu'à ne plus avoir de larmes. Lucas resta dans son appartement vide, fixant la porte fermée. Il voulait courir après elle, la rattraper, lui dire qu'il était désolé, qu'il avait peur, mais qu'il l'aimait. Mais ses pieds restaient cloués au sol, paralysés par une terreur qu'il ne comprenait même pas. Un bébé. Il allait être père. Lui, l'homme qui avait juré de ne jamais reproduire le schéma familial toxique. Comment pourrait-il être un bon père alors qu'il n'en avait jamais eu? Comment pourrait-il ne pas détruire cet enfant comme son père l'avait détruit? Il s'assit par terre, la tête entre les mains, et pour la première fois depuis la mort de sa mère, Lucas de Villeneuve pleura. Ce qu'aucun d'eux ne savait cette nuit-là, c'est que ce n'était pas la fin, c'était juste la descente avant la remontée. Parfois, il faut toucher le fond pour trouver la force de remonter, et Lucas toucherait le fond bien plus profondément avant de réaliser qu'il était en train de perdre la seule chose qui ait jamais vraiment compté. Les 4 jours suivants, Lucas n'appela pas, n'envoya pas de message, rien. Le silence absolu qui confirmait toutes les peurs de Camille. Elle était seule. Comme toujours, le 5e jour, un message arriva. Court, froid, administratif. J'ai parlé à mes avocats. Je m'occuperai financièrement de tout. Pension, frais médicaux, tout ce dont tu as besoin, mais je ne suis pas prêt à être père. Pas prêt pour ça. Désolé. Camille lut le message 3 fois, chaque mot creusant un peu plus le vide dans sa poitrine. Puis elle fit la seule chose sensée. Elle le bloqua. Partout. Téléphone, réseaux sociaux, email. Coupa tout lien. Si Lucas de Villeneuve pensait pouvoir acheter sa sortie de cette situation, il se trompait. Elle ne voulait pas de son argent, ne voulait pas de sa pitié. Elle voulait juste qu'il disparaisse de sa vie pour qu'elle puisse commencer à guérir. Une semaine plus tard, elle donna sa démission à l'hôpital, accepta une offre d'emploi à Lyon, dans un hôpital plus petit, mais qui offrait de meilleures conditions. Paris était rempli de fantômes maintenant, de souvenirs qui faisaient trop mal. Elle avait besoin d'un nouveau départ. L'opération de sa mère avait été un succès grâce à l'argent du contrat. Ironiquement, la chose qui l'avait menée à Lucas avait aussi sauvé la vie de sa mère. Elle ne savait pas comment se sentir par rapport à ça. « Tu es sûr de ce que tu fais ?»
demanda sa mère depuis son lit d'hôpital, encore faible mais en voie de guérison. Lyon, c'est loin. J'ai besoin de distance, maman, répondit Camille en arrangeant les oreillers. De Paris, de tout. De lui aussi? Camille ne répondit pas. Sa mère n'avait jamais su pour le contrat, pensait que Lucas était juste un petit ami qui s'était révélé être un connard, ce qui n'était pas complètement faux. Les hommes sont stupides parfois, dit sa mère doucement, surtout quand ils ont peur. Peut-être qu'il reviendra. Je ne veux pas qu'il revienne, mentit Camille. C'est fini. Mais seule la nuit, dans son studio vide, elle posait sa main sur son ventre encore plat et chuchotait à l'enfant qui grandissait là. Juste toi et moi, d'accord, on n'a besoin de personne d'autre. Même si, au fond de son cœur brisé, elle savait que c'était faux. Pendant ce temps, à Paris, Lucas sombrait. Il travaillait 16 heures par jour, évitait son appartement, où chaque coin lui rappelait Camille. L'oreiller gardait encore son odeur. La tasse qu'elle préférait était toujours dans le placard, ses livres empilés sur la table basse. Il but trop, dormit trop peu, snoba Hélène quand elle essaya de le voir, jusqu'au jour où elle débarqua dans son bureau, contourna sa secrétaire et le trouva les yeux rouges, une barbe de 3 jours, l'air d'un homme qui s'était perdu en chemin. « Mon Dieu, Lucas, murmura-t-elle, qu'est-ce que tu t'es fait? Ce que je me suis fait ?» Il rit amèrement. « Rien, j'ai juste laissé partir la meilleure chose qui me soit jamais arrivée parce que j'avais trop peur de la garder. » Hélène s'assit en face de lui, les mains croisées. « Raconte-moi. » Et Lucas raconta. Tout. Le contrat qui était devenu réel. Chamonix. L'amour qu'il avait trouvé et qui le terrifiait. La grossesse. Sa panique. Sa fuite. « Elle est partie, termina-t-il, la voix brisée. Elle m'a bloqué partout. Je ne sais même pas où elle est. Et c'est ce que je mérite. Je suis devenu exactement ce que j'ai toujours détesté. Ton père, dit doucement Hélène. Oui, mon père, l'homme qui a choisi la sécurité émotionnelle plutôt que l'amour, qui a préféré le contrôle à la vulnérabilité. Je me suis juré de ne jamais être comme lui, et regarde-moi. J'ai fait exactement la même chose. Hélène le regarda longuement, puis soupira. Tu veux savoir ce que je pense? Je ne suis pas sûr. Je pense que tu n'es rien comme ton père. Parce que ton père n'a jamais regretté, n'a jamais pleuré une femme, n'a jamais réalisé ce qu'il avait perdu. Toi, si, ce qui signifie qu'il n'est pas trop tard. Elle ne voudra jamais me reprendre, pas après ce que j'ai fait. Peut-être, peut-être pas, mais tu ne le sauras jamais si tu ne te bats pas pour elle. Et franchement, Lucas, ne pas essayer, ça c'est vraiment être comme ton père. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Lucas, longtemps après qu'Hélène soit partie. Elle avait raison. Il avait une chance de ne pas reproduire les erreurs de son père, mais il devait agir, devait trouver Camille, devait lui prouver qu'il n'était pas l'homme qui avait fui. Il engagea un détective privé, découvrit qu'elle avait déménagé à Lyon, trouvé un travail à l'hôpital Édouard Herriot, prit le premier train le lendemain matin, le cœur battant comme un tambour de guerre. Quand il arriva devant l'immeuble où elle vivait maintenant, un petit bâtiment dans le 3e arrondissement, il faillit faire demi-tour 3 fois. Mais la pensée de Camille enceinte, seule, le poussa à sonner. Elle apparut à la fenêtre du 2e étage, et même d'en bas, il vit le choc sur son visage. Elle disparut, et pendant un moment horrible, il crut qu'elle ne descendrait pas. Puis la porte s'ouvrit. Camille se tenait là, et Lucas sentit le sol se dérober sous lui. Elle était plus mince, le visage tiré par la fatigue, des cernes sous les yeux. Mais son ventre s'arrondissait légèrement sous le pull ample qu'elle portait, preuve visible de la vie qui grandissait. Son bébé, leur bébé. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Sa voix était froide, distante, si différente de la chaleur qu'il avait connue. « Je voulais te voir, te parler. Il n'y a rien à dire. Tu as fait ton choix. »« J'ai fait le mauvais choix, » dit Lucas, faisant un pas vers elle. « Le pire choix de ma vie. Et je suis venu te le dire, te supplier de me pardonner. »« Me pardonner ?» Camille rit, un son amer. « Tu as disparu pendant 4 mois, Lucas. 4 mois pendant lesquels j'ai dû affronter ça toute seule. Les nausées, les examens médicaux, la peur, tout. Et tu penses que tu peux juste débarquer ici et que tout sera pardonné? Non, dit-il honnêtement.
Je ne pense pas que tu me pardonneras, mais je devais essayer, parce que je t'aime, Camille. Je t'aime tellement que ça me détruit, et j'ai eu tellement peur de cet amour que j'ai fui, mais je ne fuis plus. Il est trop tard, murmura Camille, les larmes commençant à couler. Tu ne peux pas juste revenir. Je sais que c'est trop tard, que tu ne me feras plus jamais confiance, que je t'ai brisé. Mais laisse-moi au moins être là pour le bébé. Laisse-moi essayer d'être le père dont il a besoin, même si je ne peux plus être l'homme dont tu as besoin. Camille le regarda longuement, le cœur en guerre avec elle-même. Une partie d'elle voulait le faire souffrir comme il l'avait fait souffrir. Mais une autre partie, celle qui l'aimait encore malgré tout, voyait la sincérité dans ses yeux. « Je ne peux pas faire ça maintenant, » dit-elle finalement. « C'est trop. Tu es trop tard. » « D'accord. » Lucas hocha la tête, acceptant le verdict même si ça le tuait. « Mais je ne pars pas de Lyon. Je vais rester, trouver un appartement, ouvrir un bureau ici. Et je serai là, pour chaque rendez-vous médical si tu me le permets, pour chaque urgence, pour tout. Même si tu ne me veux plus comme compagnon, laisse-moi être là comme père. » Camille voulait dire non, voulait le punir, mais elle regarda son visage, vit le désespoir et l'amour et le regret, et quelque chose en elle se fissura. « Un rendez-vous à la fois, » dit-elle doucement. « Tu peux venir au prochain examen, dans 2 semaines. Mais ça ne signifie rien, Lucas. Ça ne veut pas dire que je te pardonne. »« Je comprends, » dit-il, et le soulagement dans sa voix était palpable. « Merci, merci de me donner au moins ça. » Elle rentra sans un autre mot, fermant la porte, et Lucas resta là à fixer le bois comme s'il contenait toutes les réponses de l'univers. C'était un début, minuscule, fragile, mais un début quand même. Et pour Lucas de Villeneuve, qui avait cru avoir tout perdu, c'était plus qu'il n'osait espérer. Ce qu'aucun d'eux ne réalisait encore, c'est que l'amour qui avait survécu à tant de mensonges et de douleurs avait une force qui défiait la logique. Qu'avec le temps, la patience et beaucoup de courage, même ce qui semble irrémédiablement brisé, peut être reconstruit. Mais ce serait un long chemin, et il commencerait dans la salle d'attente d'un cabinet médical 2 semaines plus tard, quand Lucas verrait son enfant pour la première fois sur un écran échographique, et que tout changerait. Encore, les 2 semaines suivantes furent les plus longues de la vie de Lucas. Il s'installa dans un appartement meublé à Lyon, à 15 minutes en métro de chez Camille, ouvrit un bureau satellite de Villeneuve-Capitale, déléguant la majorité de ses responsabilités parisiennes à ses associés. Pour la première fois en 15 ans, le travail n'était plus sa priorité. Elle l'était, et leur bébé. Il ne la contacta pas pendant ce temps, respectant l'espace qu'elle avait demandé. Mais il pensa à elle constamment, se demandait comment elle allait, si les nausées avaient repassé, si elle dormait bien, si elle avait besoin de quoi que ce soit. Le jour du rendez-vous arriva. Lucas se présenta à l'hôpital Édouard Herriot 20 minutes en avance, un bouquet de pivoine dans les mains, les fleurs préférées de Camille. Il savait qu'elle risquait de les refuser, mais il devait essayer. Quand elle apparut dans la salle d'attente, son cœur manqua un battement. Elle portait une robe ample en lin beige. Ses cheveux tombaient en ondulations douces sur ses épaules, et son ventre était maintenant indéniablement arrondi. Elle était magnifique, terrifiante, parfaite. « Salut !» dit-il en se levant, lui tendant les fleurs. « Pour toi. » Camille regarda le bouquet, puis lui, et pendant un instant, il crut qu'elle allait refuser. Mais elle les prit avec un petit merci et s'assit, gardant une chaise vide entre eux. « Comment tu vas ?» demanda Lucas doucement. « Bien, fatigué. Les nausées se sont calmées. C'est bien, c'est bien. » Le silence retomba, lourd et inconfortable. Tous les mots que Lucas voulait dire se bousculaient dans sa gorge, sans réussir à sortir. « Mademoiselle Lefebvre ?» Une infirmière apparut à la porte. « Le docteur vous attend. » Camille se leva. Lucas fit de même, hésitant. « Tu veux que je vienne ?» Elle le regarda longuement, puis hocha la tête. « Tu es là pour ça, non ?» La salle d'examen était petite, clinique, avec une table d'échographie et un écran qui dominait l'espace. Camille s'allongea, remontant sa robe pour exposer son ventre. Lucas resta debout près de la porte, n'osant pas s'approcher sans permission. Le docteur, une femme d'une 50aine d'années au sourire chaleureux, entra et serra la main de Camille. « Bonjour Camille, comment vous sentez-vous ?»« Bien, merci. Et vous êtes ?»
Elle se tourna vers Lucas. « Le père, répondit-il avant que Camille ne puisse dire quoi que ce soit. La docteure sourit. « Merveilleux. Venez plus près, vous pourrez mieux voir. » Lucas s'approcha, se plaçant près de la tête de Camille. De là, il pouvait voir son profil, la tension dans sa mâchoire, la façon dont elle serrait les poings. « C'est votre première échographie ?» demanda la docteure en appliquant le gel sur le ventre de Camille. « La deuxième pour moi, » répondit Camille. « La première pour lui. » Lucas sentit le reproche dans ses mots, mérité, brûlant. Puis la sonde toucha la peau de Camille et l'écran s'illumina. Des ombres grises et blanches, des formes qui ne signifiaient rien pour Lucas au début, jusqu'à ce que la docteure pointe du doigt. Là, vous voyez, la tête, les bras, les jambes. Et soudain, Lucas le vit, son bébé, minuscule, à peine formé, mais réel, si réel que ça lui coupa le souffle. Le petit cœur battait, rapide et fort, un rythme qui remplit la pièce. « Oh mon Dieu !» murmura-t-il, les larmes lui montant aux yeux sans prévenir. « Oh mon Dieu, Camille, tu vois ça ?» Camille regardait aussi, et les larmes coulèrent sur ses joues. « Oui, je vois. Tout a l'air parfait, » dit la docteure en souriant. « Bébé mesure bien pour l'âge gestationnel. Le rythme cardiaque est excellent. Vous êtes à 18 semaines, ce qui signifie que vous êtes à mi-chemin. Et si vous voulez, je peux essayer de voir le sexe aujourd'hui. » Camille regarda Lucas. C'était la première fois qu'ils se regardaient vraiment depuis son arrivée et quelque chose passa entre eux. Une connexion, un rappel de ce qu'ils avaient été. « Tu veux savoir ?» demanda-t-elle doucement. « Seulement si tu veux, » répondit Lucas, incapable de détacher son regard du sien. « Je veux. » La docteure bougea la sonde, cherchant le bon angle. « Voyons voir. Ah, bébé coopère aujourd'hui. Vous voyez là ?» Elle pointa vers une zone sur l'écran que ni Camille ni Lucas ne pouvaient vraiment identifier. « C'est un garçon. Félicitations, vous attendez un petit garçon. Un fils. Il allait avoir un fils. » Lucas ne réalisa pas qu'il pleurait vraiment jusqu'à ce que les larmes tombent sur sa chemise. Il posa une main tremblante sur le ventre de Camille, juste au bord, demandant silencieusement la permission. Elle ne dit rien, ne bougea pas, mais ne le repoussa pas non plus. « Salut, bonhomme !» murmura Lucas vers le ventre arrondi, sa voix brisée par l'émotion. « C'est ton papa. Je sais que je suis en retard. Je sais que j'ai tout gâché. Mais je te promets, je vais essayer de faire mieux. Je vais essayer d'être le père que tu mérites. » La main de Camille bougea, se posant sur celle de Lucas sur son ventre. Leurs doigts ne s'entrelacèrent pas, mais le simple contact était plus que Lucas n'osait espérer. « On va avoir un fils, » dit-elle doucement, les yeux toujours fixés sur l'écran. « On va avoir un fils, » répéta Lucas, et le « on » fut la plus belle chose qu'il ait entendue en 4 mois. Ce ne fut pas un pardon. Ce ne fut pas une réconciliation, mais ce fut un pas, un petit pas fragile, vers quelque chose qui ressemblait à l'espoir. Après le rendez-vous, ils marchèrent ensemble jusqu'à un café près de l'hôpital. Commandèrent 2 thés qu'ils ne burent pas vraiment, se contentant de les tenir pour avoir quelque chose à faire avec leurs mains. « Je suis désolé, » dit finalement Lucas. « Je sais que je l'ai déjà dit, mais je ne l'ai pas dit correctement. Je suis désolé de t'avoir abandonné. De t'avoir fait douter que tu valais la peine de te battre pour toi, de t'avoir fait croire que c'était juste une transaction alors que tu étais devenu tout pour moi. » Camille fixait son thé, les larmes menaçant à nouveau. « Pourquoi tu as fui? J'ai besoin de comprendre. » Lucas prit une grande inspiration. « Parce que j'ai eu peur, peur de devenir mon père. Il a détruit ma mère avec son indifférence, avec son incapacité à aimer. Et quand tu m'as dit que tu étais enceinte, tout ce que je pouvais penser, c'était que j'allais détruire notre enfant de la même façon, que je ne savais pas comment être un bon père parce que je n'en ai jamais eu. Alors j'ai couru. Et dans ma course, j'ai fait exactement ce que je craignais le plus. Je t'ai fait du mal. Je vous ai fait du mal à tous les deux. Tu n'es pas ton père, dit Camille doucement. Ton père n'aurait jamais pleuré en voyant son enfant sur un écran. Il n'aurait jamais conduit 5 heures pour s'excuser. Tu es différent, Lucas. Tu as toujours été différent. Mais tu dois le croire toi-même. Je suis en train d'apprendre, murmura-t-il, avec de l'aide. J'ai commencé à voir une thérapeute. Pour traiter tout le trauma de mon enfance, les schémas toxiques. Je veux être meilleur,
pour notre fils, et pour toi, si tu veux bien me donner une autre chance. » Camille le regarda longuement. « Je ne sais pas si je peux, Lucas. Tu m'as brisé. Quand tu es parti, je me suis senti aussi seul que le jour où mon ex m'a abandonné. Pire même, parce que j'avais cru que tu étais différent. Je suis différent, j'ai juste paniqué, mais je suis là maintenant, et je resterai. Que tu me reprennes ou non, je serai là pour notre fils. Je veux faire partie de sa vie, de chaque moment. Je veux être là aux 3 heures du matin quand il ne dort pas. Je veux changer ses couches et le bercer et lui apprendre à faire du vélo. Je veux tout ça, Camille, avec toi si tu veux bien de moi. » Les larmes coulaient librement maintenant sur les joues de Camille. « Tu me demandes de te faire confiance alors que tu m'as déjà laissé tomber une fois. » « Je sais. » Lucas tendit la main à travers la table, paume ouverte, offerte. « Et je ne peux pas effacer ça. Mais je peux te montrer jour après jour que je ne partirai plus jamais. Laisse-moi au moins essayer. » Camille regarda la main tendue. Chaque fibre de son être voulait la prendre, mais la peur était encore trop fraîche, trop vive. « Je ne peux pas te donner de réponse maintenant, » dit-elle finalement, la voix tremblante. « J'ai besoin de temps, de voir si tu es vraiment là pour de bon. »« Je comprends. » Lucas ne retira pas sa main. « Combien de temps as-tu besoin ?»« Je ne sais pas. » Elle essuya ses larmes. « Mais tu peux venir au prochain rendez-vous médical, dans 3 semaines, et peut-être celui d'après, et on verra. Je serai là, promit-il, à chaque rendez-vous, à chaque fois que tu as besoin de moi. Même si tu ne veux pas de moi comme compagnon, je serai le meilleur père que je peux être. » Pour la première fois depuis des mois, Camille sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Ce n'était pas du pardon, pas encore, mais c'était de l'espoir, fragile, terrifiant. « Mais là, d'accord, » murmura-t-elle, « on verra. » Et quand Lucas sourit, un sourire tremblant rempli de gratitude et de soulagement, Camille sentit son cœur faire quelque chose de dangereux. Il commençait à guérir. Les semaines qui suivirent furent une danse étrange et délicate. Lucas resta à Lyon, louant un appartement à 10 minutes de celui de Camille. Il ne la pressait pas, ne demandait rien. Il était juste là. Au rendez-vous médical suivant, il apporta des pivoines fraîches. Celui d'après, un livre sur la paternité qu'il avait annoté et souligné. Puis ce fut un coussin d'allaitement qu'il avait lu être le meilleur sur le marché. Chaque geste petit mais intentionnel, montrant qu'il pensait à elle, à leur fils. « Tu es en train de construire une crèche entière dans mon salon », remarqua Camille un soir, regardant les 3 derniers achats de Lucas, une poussette dernier cri, un mobile musical et un transat. « C'est trop ?» demanda Lucas, soudain incertain, passant une main dans ses cheveux. « Je peux ramener des choses chez moi si… » « Non », Camille l'interrompit, un sourire touchant ses lèvres. « C'est bien. Notre fils aura tout ce dont il a besoin. »« Notre fils !» répéta Lucas, et le mot brillait dans ses yeux. « J'aime quand tu dis ça. » 6 mois de grossesse arrivèrent, puis 7. Le ventre de Camille était maintenant impossible à ignorer, rond et tendu. Elle bougeait plus lentement, respirait plus difficilement. Et Lucas était là pour chaque inconfort. Il massait ses pieds gonflés, préparait ses repas préférés, l'accompagnait à ses promenades du soir quand elle avait besoin de mouvement, ne demandait jamais rien en retour. « Pourquoi tu fais tout ça ?» demanda-t-elle un soir, assise sur le canapé pendant qu'il massait doucement son dos endolori. « Parce que je t'aime, » répondit-il simplement. « Et même si tu ne m'aimes plus, ça ne changera jamais. » Camille ferma les yeux, les larmes menaçant encore. « Je ne t'ai jamais arrêté de t'aimer, Lucas. C'est le problème. Même quand je voulais te détester, je n'ai pas pu. » Les mains de Lucas s'arrêtèrent. « Camille, mais l'amour ne suffit pas toujours, » continua-t-elle, la voix tremblante. « Il faut aussi la confiance, et tu l'as brisée. Je sais. » Il se déplaça pour s'asseoir à côté d'elle, prenant sa main avec une douceur infinie. « Et je passerai le reste de ma vie à la reconstruire si tu me laisses faire. » Elle le regarda. Vraiment le regarda. Vit les cernes sous ses yeux, preuve de nuit sans sommeil. Vit les nouvelles rides au coin de ses yeux, gravées par l'inquiétude. Vit un homme brisé qui essayait de se reconstruire. « Tu as vraiment changé, » murmura-t-elle. « J'ai dû. Perdre t'a tout mis en perspective. » Lucas porta sa main à ses lèvres, y déposant un baiser doux. « Je ne serai jamais parfait, Camille, mais je serai présent, toujours. »
Quelque chose se brisa en elle, ou peut-être se répara. Elle ne savait plus vraiment. « Lucas !» commença-t-elle, mais fut interrompue par un coup violent dans son ventre. « Aïe !» Elle porta sa main libre à son ventre. « Il donne des coups de pied comme un fou. »« Il peut ?» Lucas demanda, les yeux s'élargissant. « Je peux... » Camille guida sa main sur son ventre, juste à temps pour le prochain coup. Lucas hoqueta, ses yeux se remplissant de larmes. « C'est lui !» souffla-t-il, émerveillé. « C'est notre fils. C'est notre fils !» confirma Camille, et en regardant le visage de Lucas illuminé de joie pure, elle prit une décision. « Reste cette nuit, » dit-elle doucement. « Juste pour dormir. Je ne veux pas être seule. » Lucas leva les yeux vers elle, incrédule. « Tu es sûre ?»« Oui. » Et elle l'était, peut-être pas encore prête à tout pardonner, mais prête à faire un pas de plus. Cette nuit-là, ils dormirent dans le même lit pour la première fois en 5 mois. Lucas derrière elle, un bras protecteur autour de son ventre arrondi, et quand le bébé donna des coups de pied au milieu de la nuit, Lucas murmura des mots doux contre son épaule, des promesses à leur fils endormi. Camille s'endormit en se sentant pour la première fois depuis des mois en sécurité, aimée, entière. Le lendemain matin, elle se réveilla avec Lucas préparant le petit déjeuner dans sa cuisine. Le regardant verser le café, couper les fruits, siffloter doucement, quelque chose dans son cœur céda complètement. « Lucas !» appela-t-elle depuis le salon. Il apparut immédiatement, l'inquiétude sur le visage. « Ça va? Le bébé? On va bien ?» Elle tapota le coussin à côté d'elle. « Viens t'asseoir. » Il obéit, nerveux. Camille prit sa main, entrelaçant leurs doigts. « J'ai réfléchi toute la nuit, » commença-t-elle, « et je me suis rendu compte de quelque chose. Tu as fait une erreur, une grosse erreur. Mais tu es revenu, tu t'es battu, tu as fait le travail pour devenir meilleur. Et je ne veux pas passer le reste de ma vie à te punir pour un moment de panique. » Camille, les yeux de Lucas brillaient déjà. « Je ne dis pas que tout est pardonné, » continua-t-elle. « Il faudra du temps pour reconstruire complètement cette confiance, mais je veux essayer. Je veux qu'on soit une vraie famille, tous les 3. » Lucas laissa échapper un son quelque part entre un rire et un sanglot. Il l'attira dans ses bras, aussi près que son ventre le permettait, et l'embrassa. Ce fut doux, tendre, goûtant les larmes salées qu'ils versaient tous les deux. « Je t'aime, » murmura-t-il contre ses lèvres. « Je t'aime tellement. »« Je t'aime aussi, » répondit-elle. Et c'était la vérité. Toujours l'avait été. Ce baiser se transforma en autre chose, plus profond, plus urgent. Des mois de séparation, de douleur, de manque se déversèrent dans ce contact. Les mains de Lucas trouvèrent son visage, ses cheveux, son cou, comme s'il essayait de mémoriser chaque courbe, chaque texture. « J'ai tellement envie de toi », souffla-t-il contre sa bouche. « Mais je ne veux rien précipiter. On peut aller à ton rythme. »« Mon rythme !» murmura Camille, tirant sur sa chemise. « C'est maintenant. » Et ils se perdirent l'un dans l'autre, lentement, tendrement, se redécouvrant avec une douceur révérentielle. Chaque caresse était une promesse, chaque baiser un pardon. Et quand ils s'unirent finalement, ce ne fut pas juste 2 corps, mais 2 âmes qui se réparaient ensemble. Après, allongés, enchevêtrés dans les draps, la main de Lucas reposant sur son ventre, où leur fils donnait de petits coups paresseux, Camille sut qu'ils allaient s'en sortir. Ce ne serait pas parfait, mais ce serait réel. Et c'était tout ce qui comptait. Les 2 derniers mois de grossesse passèrent dans un tourbillon. Lucas déménagea officiellement dans l'appartement de Camille. Ils transformèrent la chambre d'amis en nurserie, peignant les murs d'un bleu doux et assemblant des meubles ensemble. « Non, cette pièce va ici », riait Camille, regardant Lucas se battre avec les instructions du berceau. « Ces instructions ont été écrites par un sadique », grommela-t-il, mais il souriait, heureux de cette normalité domestique. Les cours de préparation à l'accouchement commencèrent. Lucas était le seul père qui prenait des notes détaillées, posant des questions sans fin à la sage-femme, jusqu'à ce que Camille lui donne un coup de coude dans les côtes. « Laisse respirer la pauvre femme », murmura-t-elle. « Je veux être préparé, insista-t-il. Je ne veux rien rater. » Et il ne rata rien. Chaque rendez-vous médical, chaque cours, chaque petit moment. Il était là, présent de toutes les manières qui comptaient. À 38 semaines, les contractions commencèrent. C'était 3 heures du matin.
Camille secoua Lucas doucement. « Lucas, Lucas, réveille-toi !» Il fut debout instantanément, les yeux paniqués. « Quoi, c'est le bébé? On va à l'hôpital ?»« Calme-toi, » rit-elle, même en pliant légèrement sous une contraction. « Oui, c'est le moment, mais on a du temps. » Lucas ne se calma pas. Il courut dans tous les sens, rassemblant le sac d'hôpital déjà préparé. Les documents, le coussin spécial, l'appareil photo. Camille le regardait avec amusement, même entre les contractions. « Respire, » lui rappela-t-elle. « Tu es supposé me dire ça, pas l'inverse. » À l'hôpital, tout devint sérieux. Les contractions s'intensifièrent, longues et douloureuses. Lucas resta à ses côtés chaque seconde, lui tenant la main, essuyant son front, murmurant des encouragements. « Tu es incroyable », disait-il encore et encore. « La femme la plus forte que je connaisse. » 15 heures plus tard, épuisée, en sueur, Camille serra la main de Lucas si fort qu'elle était certaine d'avoir brisé quelque chose. « Je ne peux plus », sanglota-t-elle. « Lucas, je ne peux pas... Si, tu peux, insista-t-il, les larmes coulant sur son propre visage. « Une dernière poussée, mon amour. Notre fils veut te rencontrer. » Et avec un dernier effort surhumain, Camille poussa. Le cri d'un bébé emplit la pièce, le plus beau son qu'elle ait jamais entendu. « C'est un garçon », annonça la sage-femme inutilement, plaçant le bébé couvert de vernix sur la poitrine de Camille. Un beau garçon en bonne santé. Camille regarda le petit visage fripé, les yeux fermés, la bouche ouverte en pleurs indignés, et tomba amoureuse instantanément, complètement, irrévocablement. « Bonjour, mon trésor », murmura-t-elle, embrassant le front minuscule. « Bienvenue au monde, Théo. » Elle leva les yeux vers Lucas, qui fixait leur fils avec une expression d'émerveillement absolu. Des larmes coulaient librement sur son visage, et il ne faisait aucun effort pour les cacher. « Tu veux le tenir ?» demanda-t-elle doucement. Lucas hocha la tête, incapable de parler. Avec une délicatesse infinie, Camille transféra Théo dans les bras de son père. L'ajustement fut parfait, comme s'ils avaient été faits pour s'emboîter exactement comme ça. « Salut, mon fils !» murmura Lucas, la voix brisée par l'émotion. « Je suis ton papa, et je te promets que je serai toujours là pour toi. Chaque jour, chaque larme, chaque rire. Je t'aime déjà plus que je ne pensais pouvoir aimer quelqu'un. » Camille observait à travers ses propres larmes, son cœur si plein qu'il menaçait d'éclater. C'était ça, réalisa-t-elle. C'était leur famille, imparfaite, reconstruite à partir de morceaux brisés, mais tellement, tellement réelle. Théo ouvrit les yeux pour la première fois, des yeux gris-bleus qui fixaient le visage de son père. Et Lucas sourit à travers ses larmes, un sourire si pur et si heureux que Camille sut, absolument sut, qu'ils allaient être d'accord. 3 ans passèrent comme un rêve, ou plutôt comme la réalité la plus belle et la plus chaotique qu'on puisse imaginer. C'était un samedi matin à Lyon. Le soleil entrait par les fenêtres du grand appartement qu'ils avaient acheté ensemble, un 3 pièces lumineux dans le vieux Lyon avec vue sur la Saône. Camille était dans la cuisine préparant du café, les cheveux attachés en chignon désordonné, portant un vieux t-shirt de Lucas et un pantalon de pyjama. Dans le salon, Lucas était à 4 pattes, faisant semblant d'être un dragon, pendant que Théo, maintenant un petit garçon de 2 ans et demi, avec les yeux gris de son père et les boucles châtains de sa mère, chevauchait son dos en criant « Plus vite, papa dragon !»« Attention au canapé !» avertit Camille sans même se retourner, ayant développé un 6e sens maternel pour le désastre imminent. Lucas vira juste à temps, provoquant des gloussements ravis de Théo. « Maman est magique !» murmura Lucas à son fils, assez fort pour que Camille entende. « Elle a des yeux derrière la tête !» confirma Théo sérieusement. Camille sourit, versant le café dans 2 tasses. « J'ai surtout un mari et un fils qui sont des tornades. »« Des tornades adorables !» corrigea Lucas, se relevant et balançant Théo sur ses épaules pour le porter jusqu'à la cuisine. « Des tornades épuisantes !» répliqua Camille, mais elle se haussa sur la pointe des pieds pour embrasser d'abord Théo, puis Lucas. « Beurre qu'ils s'embrassent !» protesta Théo, couvrant ses yeux mais écartant les doigts pour regarder quand même. Lucas rit, descendant Théo pour le poser sur sa chaise haute. « Un jour, petit homme, tu comprendras. »« Jamais !» déclara Théo avec toute la conviction d'un enfant de 2 ans.
Camille et Lucas échangèrent un regard amusé au-dessus de sa tête. Ces moments, ces petits moments parfaits du quotidien, valaient chaque seconde de douleur qu'ils avaient traversée. « J'ai pensé à quelque chose », dit Lucas plus tard, après que Théo se soit endormi pour sa sieste de l'après-midi. Ils étaient allongés sur le canapé, Camille blottie contre lui, sa tête sur son torse, écoutant le battement régulier de son cœur. « murmura-t-elle, à moitié endormie elle-même. « Je veux me marier avec toi. » Camille se redressa brusquement, le regardant avec des yeux écarquillés. « Quoi ?» Lucas sourit, attrapant sa main. « Je sais qu'on a fait les choses dans le désordre. Le faux petit ami, devenu vrai petit ami, puis la grossesse, puis le bébé, puis emménager ensemble. Mais il manque une chose. » Il se glissa du canapé pour s'agenouiller devant elle, sortant une petite boîte de velours bleu de sa poche. Camille porta ses mains à sa bouche, les larmes commençant déjà. « Camille Lefebvre » commença Lucas, ouvrant la boîte pour révéler une bague simple mais magnifique, un solitaire qui capturait la lumière. « Tu es la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Tu m'as donné une chance quand je ne la méritais pas. Tu m'as pardonné quand j'ai échoué. Tu m'as donné le plus beau fils du monde, et tu m'as transformé en homme que je voulais toujours être. » Des larmes coulaient maintenant sur les joues de Camille. « Je t'aime plus que je ne pensais pouvoir aimer quelqu'un, » continua Lucas, sa propre voix tremblante. « Et je veux passer chaque jour du reste de ma vie à te le prouver. Alors, veux-tu m'épouser? Vraiment cette fois, pas pour de l'argent ou un contrat, mais parce qu'on s'aime et qu'on veut construire une vie ensemble. »« Oui, » sanglota Camille, glissant du canapé pour s'agenouiller avec lui. « Oui, 1000 fois oui. » Lucas passa la bague à son doigt, un ajustement parfait, puis l'embrassa avec toute la passion et la promesse qu'il pouvait rassembler. Ce fut un baiser qui goûtait les larmes et l'espoir, l'amour et le futur. « Papa? Maman ?» Une petite voix ensommeillée les interrompit. Théo se tenait à la porte du salon, son doudou dragon serré contre lui, les cheveux ébouriffés. « Pourquoi vous pleurez ?» Camille et Lucas éclatèrent de rire, s'écartant pour ouvrir leurs bras. Théo courut vers eux, et ils l'attrapèrent tous les deux, l'enveloppant dans une étreinte familiale. « Ce sont des larmes heureuses, mon trésor, » expliqua Camille, embrassant sa joue douce. « Parce que papa vient de demander à maman de se marier avec lui, » ajouta Lucas. « Et vous allez avoir une fête avec un gâteau ?» demanda Théo, les yeux brillants d'espoir. « Le plus gros gâteau que tu aies jamais vu, » promit Lucas en riant. « Alors je suis heureuse aussi, » déclara Théo, serrant ses parents plus fort. Et là, sur le sol du salon, enchevêtrés ensemble, leur petite famille reconstruite était complète. Le mariage eut lieu 6 mois plus tard, une cérémonie intime dans un château près de Lyon. Seulement la famille proche et les amis les plus chers. Hélène était là, rayonnante de fierté, ayant joué involontairement le rôle de Cupidon 3 ans plus tôt. « Je savais que vous finiriez ensemble, » murmura-t-elle à Lucas pendant les préparatifs. « Vraiment ?» demanda-t-il, ajustant sa cravate nerveusement. « Un contrat de 180 000 € pour un faux petit ami ?» Elle sourit. « J'espérais juste provoquer quelque chose de réel. Et j'ai réussi. » Lucas l'embrassa sur la joue. « Merci, tante Hélène, pour tout. » Quand Camille apparut au bout de l'allée, vêtue d'une robe simple en dentelle ivoire, les cheveux ornés de pivoine blanche, Lucas ne put retenir ses larmes. Elle était absolument radieuse, souriante à travers ses propres larmes, tenant la main de Théo d'un côté, son père de l'autre. Théo portait un petit costume assorti à celui de son père et une mission très importante, porter les alliances sur un coussin de velours. Quand Camille arriva à l'hôtel, Lucas prit ses mains, incapable de détacher son regard de son visage. « Tu es à couper le souffle, » murmura-t-il. « Et tu pleures déjà, » taquina-t-elle doucement. « Je ne peux pas m'en empêcher. Tu me rends trop heureux. » La cérémonie fut belle et simple. Ils échangèrent des vœux qu'ils avaient écrits eux-mêmes, des promesses de rester à travers les bons et les mauvais moments, de se choisir chaque jour, de construire une vie remplie d'amour et de rire. « Je promets, » dit Lucas, sa voix claire et forte, « de ne plus jamais fuir, de rester et de me battre pour nous, toujours. »« Et je promets, » répondit Camille, « de te pardonner quand tu échoues, parce que nous échouerons tous les deux parfois, mais nous nous relèverons ensemble. »
Quand le prêtre les déclara mari et femme, Lucas l'embrassa comme si c'était le premier et le dernier baiser, versant tout son amour dans ce contact. Les invités applaudirent, Théo cria « Hurrah !» et Hélène essuya discrètement ses larmes. À la réception, ils dansèrent leur première danse sur la vie en rose, se balançant lentement sous les lumières scintillantes, perdues dans les yeux l'un de l'autre. « Tu te souviens du premier gala ?» murmura Lucas. « Quand je t'ai défendu face à Madame Beaumont, et que tu m'as presque embrassé dans la voiture, » ajouta Camille en souriant. « J'étais terrifié de ce que je ressentais. Moi aussi, » il la fit tourner doucement. « Mais je ne regrette rien. Chaque moment difficile nous a amenés ici. À notre vraie histoire d'amour, dit-elle, posant sa tête sur son épaule. À notre pour toujours, corrigea Lucas, l'embrassant tendrement. 2 ans plus tard, la vie était encore plus remplie, plus chaotique, plus parfaite. Théo avait maintenant 4 ans et demi, un grand frère fier d'une petite sœur de 6 mois, Émilie, qui avait les yeux de sa mère et le sourire de son père. C'était un dimanche matin. Lucas préparait des crêpes pendant que Théo aidait, en versant, renversant, la farine. Camille allaitait Émilie dans le fauteuil à bascule près de la fenêtre, chantant doucement une berceuse. « Papa, je peux casser l'œuf ?» demanda Théo avec espoir. « Bien sûr, champion !» répondit Lucas, surveillant de près alors que Théo concentrait intensément sa langue tirée, cassant l'œuf avec seulement quelques morceaux de coquille tombant dans le bol. « Parfait !» félicita Lucas, ébouriffant les cheveux de son fils. « Maman, regarde, j'ai fait des crêpes !» cria Théo fièrement. « Papa a peut-être un peu aidé !» ajouta Lucas en riant. « Vous êtes tous les deux merveilleux !» dit Camille chaleureusement, regardant sa famille avec un amour si grand qu'il faisait mal. Après le petit déjeuner, ils allèrent au parc, Théo courant devant sur son vélo d'entraînement, Lucas poussant le landau d'Émilie, Camille marchant à ses côtés, leurs doigts entrelacés. « Tu es heureuse ?» demanda Lucas soudainement. Camille le regarda surprise. « Pourquoi tu demandes ça ?»« Juste, » il haussa les épaules. « Parfois je regarde notre vie et je ne peux pas croire à quel point j'ai de la chance. Et je veux m'assurer que tu ressens la même chose. » Elle s'arrêta, se tournant pour le regarder en face. « Lucas de Villeneuve, je suis plus heureuse que je ne l'ai jamais été. Oui, notre maison est toujours en désordre. Oui, je n'ai pas dormi une nuit complète en 6 mois. Oui, il y a du lait maternel sur ce chemisier pour la 3e fois cette semaine. » Elle sourit. « Mais je ne changerai rien. C'est notre vie, chaotique, épuisante, parfaite. » Lucas l'embrassa là, sur le chemin du parc. Émilie gazouillant dans son landau. Théo criant « Burke !» de son vélo. « Je t'aime !» murmura-t-il contre ses lèvres. « Je t'aime aussi !» répondit-elle. « Pour toujours. » Et c'était vrai. Ce qui avait commencé comme un contrat de 180 000 €, une transaction froide et calculée, s'était transformé en quelque chose de précieux, au-delà de tout prix. Un amour qui avait survécu à la panique, à la séparation, à la peur. Un amour qui s'était brisé et reconstruit plus fort. Parce que les meilleures histoires d'amour ne sont pas celles qui sont faciles. Ce sont celles qui se battent, qui tombent et se relèvent, qui choisissent l'amour encore et encore, jour après jour. Et Camille et Lucas, avec leurs 2 enfants et leur vie imparfaite mais vraie, étaient la preuve vivante que même les débuts les plus improbables peuvent mener aux fins les plus heureuses, que l'amour acheté peut devenir amour véritable, que les erreurs peuvent être pardonnées, que les familles peuvent être construites à partir de morceaux brisés, et que parfois, juste parfois, signer un contrat avec un inconnu peut être le premier pas vers le reste de votre vie. Ce soir-là, après que les enfants furent couchés, Lucas trouva Camille sur le balcon de leur appartement, regardant les lumières de Lyon scintiller dans l'obscurité. Il l'entoura de ses bras par derrière, appuyant son menton sur son épaule. « À quoi tu penses ?»« Ah, il y a 4 ans, » répondit-elle doucement. « Quand Hélène m'a fait cette proposition folle dans ce café, si quelqu'un m'avait dit que ça mènerait à tout ça, elle gesta vers l'appartement derrière eux où dormaient leurs enfants. « Tu aurais dit oui quand même ?» demanda Lucas. Camille se tourna dans ses bras pour le regarder. « Je dirais oui 1000 fois plus vite, parce que chaque moment, même les plus difficiles, en valait la peine pour arriver ici, avec toi. Avec nous, corrigea Lucas, embrassant son front. Notre famille,
répéta Camille, et le mot n'avait jamais sonné aussi doux. Ils restèrent là, enlacés sous les étoiles, deux personnes qui s'étaient trouvées de la manière la plus improbable, qui s'étaient perdues, puis retrouvées. Deux personnes qui avaient appris que l'amour véritable n'est pas celui des contes de fées, mais celui qui choisit de rester jour après jour à travers chaque épreuve. Et dans l'appartement derrière eux, Théo remua dans son sommeil, serrant son dragon en peluche, et Émilie gazouilla doucement dans son berceau, inconsciente du miracle qu'était son existence même. Une famille née d'un contrat, scellée par l'amour, prouvant que parfois les meilleures choses dans la vie sont celles qu'on n'a jamais planifiées. Et ainsi s'achève cette histoire. Si vous avez aimé, abonnez-vous, laissez un like et partagez avec ceux qui aiment les romances. Dites-moi dans les commentaires quel moment vous a le plus touché. J'adore notre interaction ici. Merci pour votre temps. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.